Non, Père n'était pas parleur. Père n'était pas parleur, sauf quand il palabrait avec ses gens, monsieur le juge. Père souffrait en sa partie la plus élevée et souvent de fois la plus utile, le casque, d'un trouble étrange. Ça lui était venu la première fois dans les heures où mère nous quitta. Ma naissance terminée, mère commença à mourir sur la paillasse. Cependant, père avait attendu à l'extérieur de la cabane que mère mette bas. Tandis que né, je hurlais, père entra, me saisit entre ses bras muscleux et me mena bien vite devant l'âtre crépitant. Mère, de son côté, nous quittait si silencieusement que père ne s'avisa de rien. Ce n'est que lorsqu'il me ramena sur paillasse, et accoutré de ma défroque nouvelle, qu'il nota, mère qu'il adorait, telle une pierrette rarissime, avait rendu l'âme. Pourquoi, criait-il, mais ni bête, ni végétation, ni pierraille, ni la déesse lune elle-même ne pouvait trouver réponse à cette question. Mais ce même jour, père, vidangé de ses larmes, commença d'usiner quelques planches. Il en forma une bière à dimension de mer, puis, saisissant celle-ci une finale fois en ses bras, la déposa doucettement en cercueil. Enfin, portant sur échine, mère emboîtée dans ce couche-mort, il chemina en forêt. De ses grosses mains approfondit un trou qui accueillit bientôt mère en son repos durable. Par suite, il rebroussa à la cabane, me trouvant bien établi sur paillasse et attendant sagement de prendre repas. Père se mit à la tâche de me repaître avec le cadavre d'un hérisson femelle dont il tira un peu de lait. Ce fut ma première pitance sur le domaine de la terre, le lait d'une bête morte achevée par père. C'est à l'aube suivante que ces gens parurent en son casque pour la première fois. Voilà père qui gesticule et commence de se débattre avec ses maudits visiteurs, cependant aussi invisibles que pète de mosquite. Ça dure, la sueur ruisselle sous la liquette de père, car il arpente la cabane et grogne, et s'agite et se monce, puis vient un moment d'accalmette, et père s'établit sur le taboureau. Quoique fort vert, j'avais déjà l'œil ouvert, et l'aptitude agile, monsieur le juge. S'emparant de ma personne, père me mena par-delà la forêt jusqu'au champ de monsieur Ronce, où se trouvait un trou de marmotte peu à profond. J'y fus enfourné, puis laissé à moisir, séjournant là, pour l'équivalence d'une course de soleil pleuroyant extrêmement de désarroi, de soif et d'appétit. Caillasse me griffait l'échine, poussier et sable m'emplissaient esgourde, œil et bouche, larves de hanneton chutaient du plafond et m'atterrissaient sur cuisseau, sur estomac et surface, et lombris, et fourmis, et sauteclimaties, grouillaient et sautillaient formidablement alentour et sous ma défroque. Une marmotte parut. D'abord, fort intrigué de ma présence en son logement, mais bientôt s'établissant sur un bout de mon accoutre pour son roupil. Je stationnai mon blaire contre celui doux et chaud de l'animal. Parfois, le roupil de la marmotte paraissait troublé de rêvements effrayants, et l'animal alors se blottissait encore davantage contre ma personne, l'une de ses pattes posée doucettement sur ma face. Le balancement délacé de son souffle me ramenait le ressouvenir du ventre de mère. Ma destinée était peut-être davantage de vivre parmi les bêtes.
plutôt qu'en humanité tracassée, monsieur le juge. Dans ce trou, je reçus les chérissements. Cette marmotte-là me prodigua davantage de chaleur que Père ne m'en offrit de toute sa vie, car Père revint enfin me désenfourner de là. Je perçus au dehors le marché fruste de Père. Levant l'œil, je vis son godillot paraître, puis bientôt la face entière de Père remplir l'ouverture. Je fus à la fin extrait, sans ménagement de mon gîte et emporté sous les astres. Et ainsi, de la course de notre existence à la cabane, au plus épais de la forêt. Combien de fois fus-je houspillé, affamé, appendu, enseveli, livré à termitière ou établi sur guêpière, enduit de miellé puis offert à fourmis, ficelé à branchotte, puis donné pour pâture à chenillettes, et quasiment noyé sous l'étang. Combien de fois? C'est là calculement trop extravagant pour mon casque, si peu aguerri au nombre. En effet, les gens de Père, quand ils s'emparaient de lui, le forçaient aux actes et missions les plus insensés, ce qui le menait, monsieur le juge, au-delà des limites. Je terminais ce jour-là, ci-dessous le grand être, le grillement d'une brochette de souricelle. Père se montra à mon abord, avec l'œil bileux, le nerf tendu et le cheveu hargneux. Nul doute, ces gens lui revenaient. Par noir, fils, j'ai faim. Mais Père, c'est que je mijotais cette pitance pour mon usage personnel, sans songer que tu y poserais la lippe. Aussi, mis-je, quantité d'assaison d'herbora que je goûte fort, mais qui d'ordinaire te fait venir à toi, pustules et boutons variés. Mais Père, laisse-moi assommer de mon godillot quelques-unes des souricelles qui circulent en notre cabane, je te les embrocherai vitement. Père me saisit au col et entreprit de me juguler. J'ai dit, j'ai faim, donne-moi de ce repas. Puis, il défit lentement l'étau de ses doigts. Trembleur, je fis ce qu'il attendait. Mais ça ne lui était pas encore passé dans le gosier que Bouton commençait à lui tapisser la face et les mains. Piqué, saisi par extrême fâcherie, il vient me gripper par l'épaule et m'entraîne fort mauvaisement vers la barrique. « Vide cette tonne !» cria-t-il. Et me voilà, déversant sur la terre toutes les pluies. Et quand c'est accompli, Père me commande de transporter par devers moi la barrique. Nous circulons en forêt, long de temps. La plainte de la barrique roulée par mes soins résonne sourdement sur la terre et trouble le roupil des bêtes. Mufles et moustaches s'agitent derrière les fougères. Oiseaux, tournoient, baissent l'œil un instant sur nous. Nous touchons enfin le pied du mont tondu. Le flanc et le sommet caillouteux ne laissent croître que pieds d'aubépine, mousses, prêles et lycopodes. D'où son nom. Maintenant, hisse la tonne tout là-haut. Et me voilà, poussant, puis tirant la barrique, peinant, bandant mes vertes musclures, poussant, exclamations multiples, suant, sel et eau et poivre de corps, maintes fois parvenu au bout de mon herduge, lâcher mon bagage, le laisser dégringoler et m'en aller le reprendre au pied de la colline, puis recommencer. Je parvins à la fin à m'établir sur le sommet du mont tondu. Faufile ta personne en barrique. Je me glissai soumisement dans la tonne.
tel un préjouvenceau en ventre de mer et patienté. Mon moisissement fut courtot, car je sentis presque aussitôt la barrique se coucher, puis commencer à rouler, puis dégringoler franchement le flanc du mont tondu. Père venait de m'y lâcher. Je culbutais, monsieur le juge, comme culbute la pierraille s'éboulant au rein des montagnes. Ma chute fut vive, compliquée et sans ménagement. J'allais à sa fin emboutir une épinette robuste et même inébranlable et fort mal située sur mon trajet. Quoique sonné, je sortis de cette expérience indemne et la barrique aussi. Le soir avançait, quand nous foulâmes enfin notre seuil. Je m'écroulai sur ma paillasse sans même avaler pitance et commençai à roupiller sur l'instant tant était grande ma débilité. Je n'eus point de rêvement cette nuit-là. Mon casque, s'afférant sans doute à besogne plus urgente, les replâtrages d'entendement, le rassemblage de notions, le raccommodage de lumière, l'aube se forma. Je fus extrait de roupille par le bruit de l'herminette fendant le bois. Je m'en fus trouvé père. J'eus vite fait de noter à son œil redevenu quoi que ces gens l'avaient à présent déserté. Et j'observai aussi que Bouton ne séjournait plus en sa face. Mais père, me diras-tu pourquoi ce supplice que tu m'infligeas au mont tondu? Des billettes furent encore ouvertes, un oiseau trilla, une vipère glissa entre les lycopodes, puis les cieux quittèrent pour de bon leur accoutre de nuit, et le soleil coupa de tranchant de ses rayons obliques la forêt de l'alentour. Ta mère, avec grand talent de cuisineuse, jamais n'aurait-elle mis en notre pitance à saisons inappropriées. Puisse ton étourderie, punie par celle que tu vécus en éboulis de barrique, te rappeler cela, ainsi parla-t-il. Et pourtant, père n'était pas parleur. Ah non, monsieur le juge, père n'était pas parleur, et ta mère, fils, elle était semblable au puma qui peuple cette forêt. Un jour, père s'instruisit que je pouvais lorgner les défunts. Mais on pourrait dire aussi que c'est moi qui traduisis que lui ne le pouvait pas. Mais depuis que j'étais sorti de mer, j'avais conçu que tous étaient dotés de cette faculté. Ce jour-là, père me fit voir qu'il n'en était rien. Nous étions grimpés sur le toit, affairés à rétablir le couvert de la cabane qui goûtait, lorsque j'aperçus mère venant à moi en silence, comme il est coutume pour les morts. Parvenue à mon abord, elle s'assied sur les billes et m'examine avec bonté. Mère, comme toujours depuis son trépas et pareillement à tout Maccabée, paraissait attristée. Je m'approchai et vins poser ma main sur son épaule, effleurant le tissu de son accoutre. Père, pendant ce temps, cognait avec la maillotche sur les billes. Interrompant subitement son labeur, il m'aperçut dévisager le vide et former des gestes apparemment insensés. Il m'entendit même bruire ces mots. « Qu'as-tu donc, petite mère? Tu parais toujours si désolée depuis ton passage chez l'outre peuple. Dis-moi donc, pourquoi les morts affichent-ils tous pareille mélancolie ?» Père, on éprouva quelques troubles. Me tournant vers lui, je déclarai « Mais père, ne vois-tu pas que mère pâtit de tristesse ?» Dans la seconde, sa face blafardit, sa chevelure se hérissa, la maillotche lui échappa des mains et s'en alla rouler tout du long du couvert jusqu'à dégringoler dans la barrique. Père chancela, égara le pied, s'écroula, puis
commença à rouler sur les billes. Mère et moi le vîmes quitter le domaine sûr du toit, effectuer un vol lourdeau et choir sur un lit de lycopode. Je me précipitai à sa suite, non sans user de l'échelle. Je dus, pour le ranimer, lui mettre sur face nombre d'écuelles d'eau frisquette et améliorée de poivre de Basanie. Il émergea, il me grippa par l'encolure. « Fils, parbleu, tu vois les Maccabées !» Mais, père, ce n'est là que banalité. Pourquoi t'alarmer comme si Putois te pourchassait ? Père atteignait les farments. Appliquant les mains sur les flancs de son casque, tels des bouchons, il s'exprima ainsi. « Tais-toi, fils, mes esgourdes n'en peuvent plus. J'ignore qui t'a accordé cette faculté, mais que je t'avise, ne fais plus jamais mention de ces choses abominables ci devant moi. » Puis, arc et flèche en échine, il s'en fut vitement sur la sente, feignant l'urgence de quelque chasse. Mère, de son côté, descendit doucettement du couvert, me mit une dernière fois caresse sur joue, puis s'estompa en silence entre les taillis. Une petite lueur bleutée, emmaillotant sa frêle personne, Le sort décida une fois que nous séjournerions pour un temps au village. Ce jour-là, père s'affairait par matin à cueillir œufs de merle au sommet d'un frêne. Il mit un moment le pied sur une branchotte un peu trop fluette qui cassa et lui fit égarer l'aplomb. Privé de son assiette, père chut et talonné par la branchotte. Les œufs et amples débris d'écorce variée raclés par lui au passage. Arrivé en bas, il hurla si fortement que les bêtes alentour s'en effrayèrent et filèrent ventre à terre dans un tonnerre de galopade. Comme j'avais patienté au pied du frêne que père redescende avec les œufs, j'étais prêt à intervenir. M'approchant de père dégringolé, je dis: Père, voici que ton godillot boursoufle avec empressement. J'incline à croire que l'os est rompu ci-dessous. Patiente ici, je course au village quérir le secours, puis je détalai, filant comme la flèche libérée de l'arc. Je n'étais pas entré souvente fois au village, car père n'aimait pas l'humanité. Et que faire à présent ? Je songeais qu'il existait des bourgeois appelés doctes, dont le métier de remettre en état les corps lorsqu'ils se rompent.
Ah, je ne pouvais bien sûr repérer la résidence du docte à son panonceau, puisque j'étais aussi analphabète qu'un putois. Alors je résolus d'aborder le premier bourgeois à passer devant ma face. Ma manœuvre fit merveille. Le bourgeois, que j'avertis, en attira d'autres, auxquels s'ajoutèrent des créatures, et mêmement des jouvenceaux. On me toisait avec curiosité, comme si j'avais été une bizarrerie. Vous avez vu ces vêtements et ces chaussures, et comme il est sale, entendais-je sortir chuchotamment des bouches. Une créature se dégagea de l'attroupement. « Et votre père, où est-il en ce moment ?» me questionna cette charmante. « Père est jonché sur la terre, au pied du frêne, non loin de la cabane, rétorquai-je. Puis elle me prit la main, j'en fus comme tout esbaudi. Quelque chose me piqueta dans le gosier, un peu comme quand père me faisait avaler la soupiasse aux fourmis pour me punir de quelque canaillerie. Je sentis mon cœur empli de cabriolade. Le souffle me fit défaut un brin, quoique je fusse à ce moment aussi stationné que l'ours.